Puis-je vous aider? Valentina s'avance à grands pas tandis que le millionnaire serre désespérément dans ses bras son fils d'1 an. Le bébé pleure comme si la fin du monde était proche. Les verres trinquent dans le restaurant le plus cher de la ville. Il ne peut rien faire, crie Eduardo Mendoza, les yeux rouges de frustration. Sébastien n'arrête pas de pleurer. Valentina tend les bras sans demander la permission, fais-moi confiance. Sans attendre de réponse, elle les ouvre encore plus grands vers le bébé. Dès que Valentina touche Sébastien, les pleurs s'arrêtent comme par magie. Le bébé la regarde droit dans les yeux et murmure son premier mot, maman. Pour plus d'histoires comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Valentina serre le garçon contre elle, les larmes aux yeux. Mais ce qu'Eduardo ignorait, c'est que ce lien inexplicable entre Valentina et son fils n'était pas une coïncidence, c'était l'écho d'un passé qui allait bientôt éclater au grand jour. Eduardo n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Depuis son bureau, au 40e étage du plus haut immeuble de la ville, il observait le lever du soleil, ses doigts tapotant nerveusement sur le bureau de Caova. L'image de Valentina apaisant Sébastien résonnait dans son esprit comme un son imparable. Avec la froideur d'un homme habitué à obtenir des réponses, il composa le numéro de son détective privé. « J'ai besoin que vous découvriez tout sur une serveuse », murmura-t-il au téléphone. « Elle s'appelle Valentina, et je veux savoir pourquoi mon fils réagit à elle comme si elle était. » Sa voix se brisa légèrement. Comme si c'était sa mère. Tandis qu'Eduardo tirait les ficelles pour démêler son passé, Valentina se réveilla dans le petit appartement qu'elle partageait avec sa sœur Carmen, dans le quartier de San Rafael. Les murs fins ne cachaient ni le bruit de la rue, ni les cris des enfants du quartier, ni l'agitation d'une vie qui ne s'arrête jamais pour les rêves brisés. « Tu as encore fait des cauchemars ?» demanda Carmen, remarquant les cernes sous les yeux de sa sœur. Valentina hocha la tête en silence, mais cette fois, son regard était différent. Pour la première fois depuis 2 ans, elle avait rêvé de quelque chose de beau, un enfant qui l'appellerait maman et cesserait de pleurer dans ses bras. Le rapport arriva entre les mains d'Eduardo l'après-midi même, et chaque ligne était comme une révélation douloureuse. Valentina travaillait comme infirmière à l'hôpital San Vicente, celui-là même où Sébastien était né. Elle avait été brutalement licenciée 2 ans plus tôt, accusée de négligence médicale après le décès d'un nouveau-né. Mais ce qui troublait le plus Eduardo, c'était le dernier détail, le bébé décédé était son propre fils. Il avait l'impression que le monde tremblait sous ses pieds. Comment était-il possible que la femme qui avait apaisé son fils soit la même qui avait perdu le sien dans des circonstances aussi terribles? À l'hôpital, le docteur Béatrice Herrera examinait les dossiers médicaux d'une main tremblante. Directrice du centre médical le plus prestigieux de la ville, elle s'était bâtie une réputation irréprochable, mais certains secrets étaient de véritables bombes à retardement. Lorsque son assistante l'informa qu'Eduardo Mendoza lui posait des questions sur Valentina, elle sentit une ombre froide l'envelopper. « Certains souvenirs devraient rester enfouis », murmura-t-elle en refermant le dossier. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Eduardo avait déjà pris sa décision. La Mercedes noire s'arrêta devant le restaurant El Jardin Secreto. À 20h précises, Eduardo sortit de la voiture, Sébastien dans les bras, et pour la première fois depuis des mois, son fils ne pleurait pas, il semblait chercher quelque chose ou quelqu'un. Valentina les regarda entrer et sentit son cœur s'emballer comme elle ne l'avait pas ressenti depuis l'effondrement de son monde. Quand leurs regards croisèrent ceux d'Eduardo, ils surent tous deux que cette nuit allait tout changer. Mais dans les couloirs de l'hôpital San Vicente, quelqu'un d'autre les observait depuis l'ombre, sachant que le passé n'est jamais enterré à jamais. « Es-tu fou, Eduardo ?» La voix de Doña Mercedes résonna dans le manoir comme le rugissement d'une bête blessée. La belle-mère d'Eduardo, une femme de 60 ans habituée à contrôler chaque aspect de la vie de son gendre, n'en croyait pas ses oreilles. Une femme de chambre pour s'occuper du fils de ma défunte fille. Ses yeux, froids comme la glace, le fixèrent avec mépris. Isabella doit se retourner dans sa tombe. Eduardo serra les poings, ressentant le poids de 2 années de manipulation et de chantage affectif. Sébastien a besoin de quelqu'un qu'il aime, Mercedes, répondit-il, et pour la première fois de sa vie, il a arrêté de pleurer.
La demeure de Mendoza était un labyrinthe de marbre et de solitude, où chaque pièce ressemblait à un musée de souvenirs figés. Valentina traversa les couloirs, le cœur serré, sa seule valise à la main, se demandant si elle avait pris la bonne décision. Arrivée devant la chambre de Sébastien, elle eut le souffle coupé. Les murs étaient couverts de photos d'une belle femme au sourire radieux, Isabella, la mère qui n'avait jamais connu son fils. Elle est morte en donnant la vie à Sébastien, murmura Eduardo depuis le seuil, et moi, je ne me suis jamais pardonné de ne pas avoir pu la sauver. Les jours suivants, quelque chose de magique commença à se produire dans cette maison marquée par le deuil. Sébastien, qui avait passé des heures à pleurer dans son berceau, rampait maintenant dans la pièce en suivant Valentina comme son ombre. Elle lui chantait les mêmes berceuses qu'elle avait fredonnées pendant sa grossesse, celles-là même qu'elle rêvait de chanter à son propre fils. « Dors, mon bébé, maman est là », murmurait-elle. Eduardo, debout sur le seuil, sentit quelque chose s'éveiller en lui. C'était comme si cette maison attendait l'arrivée de Valentina pour reprendre vie. Mais tout le monde n'a pas célébré cette transformation. Dans les couloirs de l'hôpital San Vicente, le docteur Ramirez gardait sur son bureau une vidéo qui pouvait tout changer. Ses mains tremblaient en regardant les images de cette nuit fatidique, il y a 2 ans, où les cris de Valentina avaient résonné dans toute la maternité. « Mon fils ne peut pas être mort », s'écria-t-il sur l'enregistrement. Je le sentais bouger, je le sentais respirer, mais la version officielle était sans appel, mort due à des complications lors de l'accouchement. Le docteur Ramirez savait que cette version n'était pas tout à fait vraie. Et maintenant, en regardant les informations concernant la nouvelle nounou des Mendoza, il sentait le poids de la culpabilité l'étouffer. Cette nuit-là, tandis que Valentina berçait Sébastien dans le rocking chair près de la fenêtre, Eduardo s'approcha pour observer la scène. Pour la première fois depuis la mort d'Isabella, sa maison lui donnait l'impression d'être chez lui. « Tu sais », murmura-t-il, ignorant si elle l'entendait. « Je crois qu'il t'attendait. » Valentina leva les yeux et leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. À cet instant, ils eurent tous deux l'impression que le destin avait tissé des fils invisibles qui les avaient menés là. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que Doña Mercedes, depuis la porte entr'ouverte, les observait avec une fureur qui promettait une tempête. À l'hôpital San Vicente, une vidéo attendait dans l'obscurité, détenant des secrets qui pouvaient détruire des vies ou les guérir à jamais. Le collier de diamants d'Isabella apparut dans la valise de Valentina tel un serpent venimeux, attendant son heure. Doña Mercedes avait orchestré chaque détail avec la précision d'un chirurgien, les caméras de sécurité brisées stratégiquement, le témoignage acheté de la gouvernante, même les fausses larmes qu'elle a versées devant Eduardo. « J'ai trouvé ça parmi ses affaires », sanglota-t-elle en tenant le bijou comme un poignard. « Le collier que tu as offert à mon Isabella pour son dernier anniversaire. » Eduardo avait l'impression que le monde s'écroulait sous ses pieds. Son regard scrutait celui de Valentina, cherchant une explication, un déni, tout autre chose que le silence dévastateur qui régnait entre eux. « Je n'ai jamais » Valentina essaya de se défendre, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge lorsqu'elle vit le regard d'Eduardo passer de la confusion au mépris. C'était comme voir quelqu'un mourir, comme voir un amour naissant se réduire en cendres avant même d'avoir pu s'épanouir. « Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi stupide », murmura Eduardo d'une voix rauque comme du verre brisé. « Je pensais que tu tenais vraiment à nous, Sébastien, mais tu n'étais qu'un de nos semblables essayant de profiter de nous. » Chaque mot était un coup de poignard dans le cœur déjà blessé de Valentina, alors qu'elle se souvenait de toutes les fois où elle avait juré de ne plus jamais faire confiance à personne. La pluie s'abattait sur les fenêtres du manoir comme des larmes tombées du ciel tandis que Valentina rangeait ses quelques affaires. Sébastien, inconscient du drame qui se déroulait, rampa jusqu'à elle, les bras tendus, et murmura. « Mère !» Avec l'innocence de quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi son monde est sur le point de s'effondrer, l'enfant implora du réconfort. Valentina le serra dans ses bras une dernière fois, respirant son odeur de bébé et son espoir perdu. « Tu dois être fort, mon amour », lui murmura-t-elle à l'oreille, des larmes coulant sur la tête blonde du garçon. « Tu dois grandir et être heureux, même si maman n'est pas là pour te voir. » Quand Eduardo est entré dans la pièce pour prendre son fils,
l'image de Sébastien s'accrochant désespérément à Valentina s'est gravée dans son âme. Sors de ma maison maintenant. Les paroles d'Eduardo résonnèrent dans toute la maison comme le tonnerre annonçant l'orage. Valentina se dirigea vers la porte d'entrée sous une pluie battante, portant seulement une petite valise et une photo de Sébastien que le garçon lui avait donnée, tirée de l'album de famille quelques jours plus tôt. Chaque pas était un adieu, chaque goutte de pluie une larme versée par le ciel pour une injustice de plus dans ce monde cruel. Derrière elle, elle entendait les cris déchirants de Sébastien qui l'appelait, et elle dut serrer les poings pour ne pas se retourner et courir le réconforter. La nuit tombait sur le manoir comme un voile de deuil. Quelque chose de terrible commença à se produire. Sébastien ne pouvait s'empêcher de pleurer, mais cette fois, c'était différent, c'étaient les pleurs de quelqu'un qui avait perdu quelque chose d'essentiel à son existence. Eduardo essaya des biberons, des jouets, des chansons, il appela même 3 médecins différents, mais rien n'y fit. Le garçon était rongé par une tristesse qu'aucun adulte ne pouvait comprendre, comme si son petit cœur savait que la personne qui lui avait donné un sentiment d'unité était partie à jamais. À 3 heures du matin, alors que la fièvre montait et que Sébastien était pris de convulsions, Eduardo réalisa avec horreur que son fils n'était pas physiquement malade, il mourait de tristesse. Alors qu'il courait désespérément à l'hôpital, Sébastien dans les bras, Valentina se réveilla dans le petit appartement de Carmen avec une sensation d'étouffement, comme si quelqu'un l'appelait de loin. Carmen fit irruption dans les bureaux de la Mendoza Corporation telle une fureur maternelle. Elle avait vu sa jeune sœur pleurer jusqu'à en perdre les larmes. Elle avait entendu ses cris dans ses cauchemars, où elle appelait un enfant qu'elle ne pouvait plus serrer dans ses bras. La secrétaire tenta de l'en empêcher, mais Carmen avait la détermination d'une femme qui n'avait plus rien à perdre. « Tu vas m'écouter » cria-t-elle en poussant la porte du bureau d'Eduardo. « Ma sœur a perdu son fils il y a 2 ans dans l'hôpital où le tien est né, et tu la traites comme une criminelle. » Eduardo leva les yeux de ses papiers, les cernes sous ses yeux parlaient de nuits blanches passées à côté du lit d'un enfant qui refusait de manger, de dormir ou de vivre sans sa mère, Valentina. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-il, mais sa voix manquait de la conviction des jours précédents. Carmen s'approcha du bureau, les yeux brillants de douleur. « Tu sais ce que c'est que de porter un enfant pendant 9 mois, de sentir chaque coup, chaque hoquet, et puis on te dit que c'est ta faute si l'enfant est mort ?» Les mots de Carmen frappèrent Eduardo comme un coup de poing dans le ventre. Valentina était la meilleure infirmière de cet hôpital jusqu'à ce qu'on la blâme pour la mort de son propre bébé. Soudain, le lien inexplicable entre Valentina et Sébastien a commencé à prendre une signification différente, plus profonde, plus douloureuse. Dans son petit cabinet de l'hôpital San Vicente, le docteur Ramirez n'arrivait pas à se concentrer sur ses patients. La vidéo qu'il gardait sur son bureau semblait lui brûler les mains à chaque fois qu'il la touchait. Pendant 2 ans, il avait vécu avec le poids de la vérité, mais maintenant, après avoir appris par la presse que Valentina travaillait comme nounou chez les Mendoza, il sentait que le destin lui offrait une seconde chance de faire le bon choix. Les mains tremblantes, il composa le numéro qu'il avait mémorisé mais qu'il n'avait jamais osé appeler. « Valentina » murmura-t-il lorsqu'elle répondit d'une voix brisée, « Je suis le docteur Ramirez. J'ai quelque chose que vous devez voir, quelque chose qui changera tout ce que vous pensez ce soir-là. » Le petit appartement de Carmen était devenu un sanctuaire de deuil, où Valentina passait ses journées à bercer un oreiller comme un bébé, en chantant les chansons qu'elle avait apprises pour Sébastien. Carmen regardait sa sœur, le cœur brisé, la voir s'éteindre jour après jour comme une fleur sans eau. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » le supplia-t-elle. Mais Valentina ne répondit que par un sourire creux. « J'ai perdu 2 enfants, Carmen, le mien est celui que je pensais pouvoir sauver. » Ces mots flottaient dans l'air comme des feuilles mortes, chargées d'une résignation plus effrayante que des larmes. Pendant ce temps, au manoir Mendoza, Eduardo avait appelé les meilleurs pédiatres du pays, mais aucun ne parvenait à trouver une explication médicale à l'état de Sébastien. L'enfant d'un accent grave peine 1 an avait maigri, refusait de manger et semblait constamment chercher quelque chose qui n'existait pas. « On dirait qu'il est en deuil », murmura le dernier médecin consulté. « J'ai observé ce comportement chez des enfants qui ont perdu leur principale figure d'attachement.
Eduardo sentit ces mots lui transpercer la conscience comme des poignards empoisonnés. Et si Carmen avait raison? Et s'il avait détruit le seul espoir de bonheur que son fils ait jamais connu? Pour la première fois, après avoir expulsé Valentina, Eduardo commença à douter de sa propre version des faits. À l'hôpital, une vidéo attendait de révéler des vérités enfouies depuis 2 ans, tandis qu'un enfant était rongé par la tristesse et qu'une femme s'apprêtait à découvrir que la douleur pouvait devenir la clé de la rédemption. Eduardo roulait dans les rues de San Rafael comme un possédé, tandis que Sébastien, pris de convulsions sur la banquette arrière, le désespoir le rongeait. Il avait été hospitalisé 3 fois, mais aucun médecin n'avait pu expliquer pourquoi un petit garçon d'1 an refusait de vivre. C'est impossible, avait dit le dernier pédiatre. Les bébés ne meurent pas de tristesse. Mais Eduardo savait que c'était possible, car lui-même mourait lentement depuis la nuit où il avait perdu Isabella. Maintenant, en voyant son fils dépérir jour après jour, il comprenait avec une douloureuse clarté qu'il avait commis la plus grosse erreur de sa vie. Valentina n'était pas une voleuse, elle était la seule personne qui avait jamais donné à Sébastien le sentiment d'être aimé. L'appartement de Carmen ressemblait à une capsule temporelle où la douleur s'était cristallisée dans chaque recoin. Valentina était allongée sur le canapé, serrant la photo de Sébastien comme une bouée de sauvetage au milieu d'un naufrage émotionnel. Lorsqu'elle entendit frapper désespérément à la porte, son cœur se mit à battre d'un espoir qui refusait de s'éteindre. En ouvrant la porte, elle trouva Eduardo tenant Sébastien, tous deux l'air hagards, comme 2 âmes perdues cherchant le chemin du retour. « S'il te plaît, » murmura Eduardo, la voix brisée par la fierté blessée et la peur, « elle meurt sans toi. » J'avais tort. Le moment où Valentina prit Sébastien dans ses bras fut comme un miracle en temps réel. Le garçon, inconscient depuis des heures, ouvrit lentement les yeux et ses petites lèvres formèrent le mot qu'Eduardo attendait depuis sa naissance. Mère. La fièvre commença à baisser, les gémissements se transformèrent en soupirs de soulagement et la couleur revint sur les joues pâles du petit garçon. Eduardo regardait la scène avec des larmes coulant sur son visage, comprenant que le véritable amour ne connaît ni le sang ni les documents légaux, mais des connexions d'âme qui transcendent toute logique. C'est alors que le docteur Ramirez est apparu à la porte comme un ange de la justice, portant un ordinateur portable contenant la vérité qui était restée enfouie pendant 2 ans. « Valentina, » dit-il d'une voix tremblante, « il y a quelque chose que tu dois voir, quelque chose que j'aurais dû te montrer il y a longtemps. » La vidéo a commencé à défiler sur l'écran, montrant des images de cette nuit fatidique à l'hôpital San Vicente. Les caméras ont tout filmé, comment le docteur Herrera a porté 2 bébés hors de la salle d'accouchement, comment elle a échangé les plaques d'identité, et comment l'un des enfants a été déclaré mort tandis que l'autre a été confié à la mauvaise famille. La révélation les frappa comme un éclair illuminant les ténèbres les plus profondes. Le fils de Valentina n'était pas mort, il avait été illégalement donné en adoption, tandis qu'elle pleurait la perte d'un enfant qui n'avait jamais été le sien. Eduardo sentait le monde s'effondrer et se reconstruire simultanément. Pendant 2 ans, Valentina avait porté un sentiment de culpabilité qui n'était pas le sien. Elle avait perdu sa carrière, sa stabilité et sa foi en l'humanité pour un crime qu'elle n'avait jamais commis. « Pardonne-moi » murmura Eduardo en s'agenouillant devant elle. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir cru, de ne pas t'avoir protégé, d'avoir été si aveugle à la vérité. » Mais Valentina, avec Sébastien endormi dans ses bras, ne pouvait penser qu'à une chose, quelque part dans le monde, son vrai fils était encore en vie. La vérité avait éclaté comme l'aube après la nuit la plus longue, mais maintenant une nouvelle recherche commençait, retrouver l'enfant qui avait été volé des bras de sa mère il y a 2 ans. Les jours suivants s'écoulèrent comme une danse délicate entre guérison et deuil. Valentina était revenue au manoir, mais cette fois, tout était différent. Elle prenait soin de Sébastien avec le même amour qu'avant, mais une barrière invisible s'élevait désormais entre elle et Eduardo, faite de briques de méfiance et du ciment de mots indélébiles. Eduardo observait de loin son fils s'épanouir à nouveau sous sa protection. Mais chaque sourire de Sébastien lui rappelait aussi sa propre cécité. « Comment puis-je te demander pardon ?» lui murmura-t-il un après-midi alors qu'elle berçait l'enfant. « Alors que je ne peux pas me pardonner. » L'enquête sur le réseau d'adoption illégale progressait comme un puzzle macabre, chaque pièce révélant une nouvelle atrocité.
Eduardo avait engagé les meilleurs détectives privés, exploité tous les contacts du gouvernement et offert des récompenses à faire trembler n'importe quel criminel. Les registres de l'hôpital San Vicente révèlent une tendance effrayante, au moins 12 bébés ont été échangés au cours des 5 dernières années, tous sous la supervision directe du docteur Herrera. C'est un réseau qui dépasse tout ce que nous avions imaginé, expliqua l'enquêteur principal à Eduardo. Familles aisées incapables d'adopter légalement, bébés volés à des mères vulnérables, faux documents, c'était un trafic de plusieurs millions de dollars. Dans son cabinet d'hôpital, le docteur Béatrice Herrera détruisait des preuves avec la minutie d'une personne maîtrisant l'art du crime depuis des années. Chaque fichier brûlé, chaque fichier numérique supprimé constituait une tentative désespérée d'enterrer des vérités qui menaçaient non seulement sa carrière, mais aussi sa liberté. Lorsque son assistant l'informa que la police avait demandé un mandat de perquisition, il sentit les murs se refermer sur lui. Certains secrets, murmura-t-il en regardant les cendres des documents, sont prêts à tout emporter sur leur passage. Ce qu'il ignorait, c'est que le docteur Ramirez avait conservé des copies de tout, attendant le moment opportun pour rendre justice. Sébastien était devenu le pont émotionnel reliant deux cœurs blessés. Pendant la journée, le garçon jouait joyeusement entre Eduardo et Valentina, les appelant « maman » et « papa », avec l'aisance de quelqu'un qui n'est pas familier avec les complexités du monde des adultes. Mais la nuit, quand Valentina le berçait près de la fenêtre, Eduardo se faufilait pour écouter les chansons qu'elle chantait. Un jour, murmura Valentina à l'oreille du petit garçon, tu auras un petit frère qui aura aussi besoin de ces chansons. Eduardo sentit quelque chose remuer dans sa poitrine lorsqu'il entendit ces mots remplis d'espoir et de douleur. La première piste sérieuse est arrivée un mardi matin, comme une lueur d'espoir dans la tempête. Une infirmière retraitée de l'hôpital San Vicente, poussée par la culpabilité et par les informations qui commençaient à filtrer, s'est portée volontaire pour se manifester auprès des autorités. J'étais là cette nuit-là, avoua-t-elle en larmes. Je les ai vus emporter le bébé de cette fille. Le docteur Herrera a dit qu'il était mort, mais je l'ai vu respirer. Ils l'ont confié à un couple de la ville voisine, un couple qui attendait un enfant depuis des années. Quand Eduardo annonça la nouvelle à Valentina, elle s'effondra dans ses bras, non pas de tristesse, mais d'un soulagement si profond qu'il semblait libérateur. Mais tandis que Doña Mercedes observait depuis l'ombre le rapprochement d'Eduardo et de Valentina, ses yeux brillaient d'une malice qui promettait une vengeance ultime. Le voyage jusqu'à San Miguel ressemblait à un voyage à la fois dans le passé et dans le futur. Eduardo conduisait en silence, tandis que Valentina observait le paysage par la fenêtre, Sébastien endormi sur ses genoux. Chaque kilomètre les rapprochait de l'enfant qu'on leur avait arraché, mais aussi les éloignait de toute certitude. Et s'il ne me reconnaît pas, murmura Valentina en caressant inconsciemment les cheveux de Sébastien. Et s'il a déjà une famille qu'il aime? Eduardo arrêta la voiture sur le bas-côté et lui prit la main avec une tendresse qui les surprit tous les deux. On saura alors qu'il est entre de bonnes mains, répondit-elle. Mais il a besoin de savoir d'où il vient, et vous avez besoin de savoir qu'il va bien. L'adresse les conduisit dans un quartier bourgeois, où les maisons disposaient de jardins petits mais entretenus avec amour. La demeure des Garcia était modeste mais animée, avec des jouets éparpillés sur le porche et des rires d'enfants résonnant dans l'air. Quand la sonnette retentit, une femme d'une quarantaine d'années ouvrit, portant dans ses bras un garçon aux cheveux bruns et aux yeux verts qui coupèrent le souffle à Valentina. C'était lui. Elle le sut dès que leurs regards se croisèrent, car les yeux du garçon avaient la même forme que les siens, la même expression curieuse qu'elle voyait dans le miroir depuis son enfance. Matteo. Madame Garcia appela le garçon d'une voix affectueuse, et il répondit par un sourire radieux qui brisa le cœur de Valentina en 1000 morceaux. Pendant 2 ans, elle avait rêvé de ce moment, elle avait imaginé ce que ce serait de le tenir dans ses bras, de l'embrasser, de lui dire combien il lui avait manqué. Mais maintenant, en le voyant heureux et en sécurité dans les bras d'une autre femme, elle réalisait que l'amour maternel signifie parfois quelque chose de plus complexe que simplement retrouver ce qui a été perdu. Les Garcia les invitèrent à entrer, ignorant encore qui ils étaient vraiment. Pendant l'heure qui suivit, ils regardèrent Matteo jouer avec ses parents adoptifs avec la confiance d'un enfant profondément aimé.
Eduardo observa Valentina se débattre avec des émotions indescriptibles et sans solution facile. Lorsque Matteo s'approcha timidement d'elle et lui offrit un de ses jouets, Valentina s'agenouilla à son niveau et lui sourit avec des larmes aux yeux. « Bonjour, petit » murmura-t-elle. Pendant un instant magique, il sembla que le garçon la reconnaissait profondément. Mais lorsque Madame Garcia l'appela pour le goûter, Matteo courut vers elle sans hésiter en criant « Mère !» avec le même naturel avec lequel Sébastien l'a fait avec Valentina. À cet instant, Eduardo comprit l'ampleur du sacrifice que Valentina envisageait. La conversation avec les Garcia fut la plus difficile de leur vie. Au milieu des larmes et de douloureuses explications, ils révélèrent la vérité sur les origines de Matteo, leur montrant les documents et les preuves qu'ils avaient rassemblés. Le couple a été dévasté d'apprendre qu'il avait été victime d'une adoption illégale, mais il tremblait également de peur à l'idée de perdre l'enfant qu'il avait élevé comme le sien. Nous l'ignorions, a déclaré M. Garcia. Nous essayons d'avoir des enfants depuis des années, et lorsqu'ils nous ont proposé de l'adopter légalement, nous avons cru à un miracle. Valentina, avec une sagesse née de la douleur la plus profonde, prit leurs deux mains et prononça les mots qui allaient tout changer. Vous êtes ses parents. Je veux juste que vous sachiez qu'il a aussi une mère qu'il aime et qui n'a jamais cessé de le chercher. Ce soir-là, à l'hôtel de San Miguel, Eduardo serra Valentina dans ses bras, tandis qu'elle pleurait la décision la plus généreuse et la plus déchirante de sa vie. Et, pour la première fois depuis leur rencontre, il put lui dire sans réserve. Je t'aime, non seulement pour la façon dont tu aimes mon fils, mais pour la femme extraordinaire que tu es. Un mois après avoir rencontré Matteo, Valentina avait trouvé une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les Garcia avaient convenu d'établir un calendrier de visites qui leur permettrait de former une famille élargie, où l'amour se multiplierait au lieu de se diviser. Chaque samedi, Matteo passait la journée au manoir à jouer avec Sébastien, et les deux garçons avaient développé une connexion spéciale, comme si leurs âmes reconnaissaient le lien invisible qui les unissait. Ce sont des frères de cœur, avait dit Carmen un après-midi, en regardant les petits partager leurs jouets avec la générosité que seuls les enfants purs possèdent. Eduardo avait réservé une table au jardin secret, le restaurant même où leur vie s'était croisée. Valentina le regarda avec curiosité lorsqu'il insista pour qu'elle s'habille élégamment pour un dîner spécial. À leur arrivée, ils ont trouvé l'endroit décoré de lumières tamisées et de fleurs blanches, comme si chaque détail avait été pensé pour créer de la magie. « Tu te souviens de notre première visite ?» demanda Eduardo en lui prenant la main sur la table. Sébastien pleurait comme si la fin du monde était proche, et tu étais la seule personne capable de lui apporter la paix. Ses yeux brillaient d'une intensité qui fit battre le cœur de Valentina différemment. Eduardo poursuivit en se levant de sa chaise pour s'agenouiller près de la table, à l'endroit même où elle avait tenu Sébastien dans ses bras pour la première fois. Toute ma vie, j'ai cru que l'amour n'arrive qu'une fois et que j'avais déjà eu ma chance avec Isabella. Mais tu m'as appris que le cœur peut guérir, qu'il peut aimer à nouveau, qu'il peut grandir au lieu de se contenter de se souvenir. Il sortit une petite boîte en velours bleu et Valentina sentit le monde s'arrêter autour d'elle. Je ne t'aime pas seulement parce que tu as sauvé mon fils. Je t'aime parce que tu as sauvé mon âme. Veux-tu être ma femme ? Les larmes coulaient sur les joues de Valentina comme des fleuves de libération. Après des années de douleur, de culpabilité injustifiée, de nuits passées à pleurer ses enfants perdus et ses espoirs brisés, elle avait enfin trouvé un amour qu'il aimait tout entière, avec ses cicatrices, son passé, son infinie capacité à donner de l'amour même après tant de souffrances. Oui, murmura-t-elle. Oui, je veux t'aimer. Je veux être la mère de Sébastien. Je veux fonder une famille où l'amour est plus fort que le sang. Lorsqu'Édouard glissa la bague à son doigt, le diamant brillait comme une étoile descendue du ciel pour bénir leur union. Le moment fut interrompu par le bruit de petites mains qui applaudissaient. Sébastien, qui s'était caché à une table voisine sous la garde de Carmen, courut vers eux en criant. « Papa ! Maman !» avec une joie qui se répandit dans tout le restaurant. Eduardo le prit dans ses bras tandis que Valentina les serrait tous les deux dans ses bras. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit comblée. Les autres convives applaudirent spontanément, certains les larmes aux yeux,
témoin d'une telle scène d'amour pur et sincère. C'était comme si l'univers lui-même avait conspiré pour que ce moment soit parfait. Mais alors qu'ils célébraient leur fiançailles à des centaines de kilomètres de là, Doña Mercedes raccrocha le téléphone avec un sourire qui lui glaça le sang. Elle avait appelé les services sociaux avec une plainte qui pourrait détruire tout ce que Valentina et Eduardo avaient construit. Une femme instable, avait-il dit d'une voix faussement inquiète, qui a perdu son propre enfant par négligence et qui manipule maintenant mon gendre pour garder mon petit-fils. J'ai la preuve qu'elle est inapte à être mère. La guerre finale était sur le point de commencer et cette fois, Mercedes n'avait aucune intention de perdre. Le lendemain, lorsque l'assistante sociale frappa à la porte de la résidence des Mendoza avec une ordonnance d'évaluation familiale, Valentina comprit que le bonheur a toujours un prix et que certaines batailles doivent être menées jusqu'au bout. Le tribunal était devenu un champ de bataille où l'avenir d'une famille était en jeu. Doña Mercedes arriva vêtue de noir, comme pour assister à un enterrement, suivi de l'avocat le plus cher de la ville. Sa stratégie était d'une simplicité dévastatrice, présenter Valentina comme une femme mentalement instable qui avait perdu son propre fils par négligence et manipulait désormais Eduardo pour lui voler Sébastien. Votre honneur, a déclaré son avocat d'une voix solennelle, nous sommes ici pour protéger les droits d'un mineur qui est exposé à une figure maternelle qui s'est avérée inadaptée à la garde d'enfants. Chaque mot était un poignard empoisonné visant le cœur de Valentina, alors qu'elle serrait la main d'Eduardo jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Le témoignage de Doña Mercedes était un chef-d'œuvre de manipulation psychologique. En simulant des larmes, elle racontait comment Valentina avait séduit Eduardo dans son moment de vulnérabilité, comment elle avait utilisé Sébastien pour combler son propre vide maternel, comment elle avait menti sur son passé pour gagner la confiance de la famille. Mon petit-fils était un garçon heureux et en bonne santé jusqu'à l'arrivée de cette femme. Maintenant, il est perdu, il appelle une inconnue maman, alors que moi, sa seule vraie parente, je suis exclu de sa vie, a-t-elle déclaré au juge. Mais Eduardo n'allait pas laisser les mensonges de sa belle-mère détruire celle qui avait ramené la lumière dans sa vie. Quand son tour est venu de témoigner, il s'est levé avec la dignité d'un homme qui a trouvé sa valeur. Votre honneur, commença-t-elle d'une voix légèrement tremblante, mais pleine de détermination. Pendant 2 ans, j'ai vécu dans une maison pleine de douleur, où mon fils pleurait sans cesse, car il sentait qu'il lui manquait quelque chose. C'était ça, le véritable amour maternel, pas ce contrôle toxique que Mercedes appelle affection. Ses yeux se fixèrent sur ceux de sa belle-mère avec une force qui la fit tressaillir. Valentina n'a pas seulement sauvé mon fils, elle m'a sauvé. Et si la perdre signifie affronter toute ma famille, je suis prête à le faire. L'entrée des Garcia dans la salle d'audience fut comme un rayon de soleil au milieu de la tempête. Maria et José Garcia étaient venus de San Miguel pour témoigner en faveur de Valentina, accompagnés de Mateo, qui courut vers elle en criant. « Tante, d'accord. » Avec la joie pure d'un enfant qui aime inconditionnellement, Maria parla. « Votre honneur, déclara-t-il fermement, cette femme nous a permis de rester les parents de notre fils biologique. Une femme instable se serait battue pour le récupérer, mais elle a privilégié le bien-être de l'enfant à sa propre souffrance. Si ce n'est pas la définition d'une mère exceptionnelle, alors je ne sais pas ce que c'est. » Ces paroles tombèrent sur le public telle une révélation divine. Mais le coup de grâce survint lorsque Carmen se leva du public, une enveloppe en papier craft à la main. Pendant des mois, il avait rassemblé des preuves du chantage et de la manipulation de Doña Mercedes, des enregistrements de conversations téléphoniques où elle menaçait des employés, des documents montrant comment elle avait utilisé l'argent de la famille à ses propres fins et des témoignages d'employés de maisons licenciés pour avoir refusé de mentir sur Valentina. Mercedes Vega, annonça clairement Carmen, n'est pas la grand-mère protectrice qu'elle prétend être. C'est une femme qui a utilisé la douleur de la mort de sa fille pour contrôler et manipuler son entourage. Le visage de Doña Mercedes s'effondra comme un masque qui finit par craquer. Dans ce moment de silence absolu, alors que la vérité éclatait enfin, une dernière surprise l'attendait, le docteur Herrera, arrêté et risquant la prison à vie, avait décidé de tout avouer pour réduire sa peine. Menottée et vêtue d'une tenue de prisonnière, la femme, autrefois respectée comme une autorité médicale, tremblait maintenant devant le micro. Pendant 5 ans,
j'ai dirigé un réseau d'adoption illégale, a-t-il déclaré d'une voix brisée. Des familles aisées, qui ne remplissaient pas les conditions pour une adoption légale, me versaient des sommes exorbitantes pour des bébés volés à des mères vulnérables. Valentina Moral n'a jamais été négligente, elle a découvert des irrégularités dans mon service, et c'est pourquoi je l'ai accusée de la mort de son fils pour la réduire au silence. Ces paroles résonnèrent comme des cloches de délivrance aux oreilles de Valentina, et pour la première fois depuis 2 ans, elle sentit le poids de la culpabilité s'enlever de ses épaules. Le juge Moreno, un homme de 60 ans qui avait traité les affaires les plus difficiles de sa carrière, a accordé une pause d'1 heure pour délibérer. Durant ces 60 minutes interminables, Eduardo et Valentina sont restés assis en silence, Sébastien dormant sur ses genoux et Matteo jouant à ses pieds. Les Garcia les accompagnèrent comme une famille unie par l'amour plutôt que par le sang, tandis que Carmen tenait la main de sa sœur avec la force de celle qui avait mené toutes les batailles à ses côtés. Doña Mercedes, quant à elle, resta seule à son siège, abandonnée même par son propre avocat lorsque les preuves de sa manipulation devinrent irréfutables. Lorsque le juge est revenu, son visage reflétait la gravité d'une décision qui allait changer des vies à jamais. En 30 ans de carrière de magistrat, a-t-il commencé, j'ai rarement vu une affaire où la vérité et la justice étaient aussi clairement définies. Mademoiselle Valentina Moral a non seulement été exonérée de toute responsabilité dans la mort de son fils biologique, mais elle a également fait preuve d'une capacité maternelle extraordinaire en faisant passer le bien-être des enfants avant ses propres intérêts. Ses paroles flottaient dans l'air comme une symphonie de rédemption. Par conséquent, je donne raison à Monsieur Eduardo Mendoza et à Madame Valentina Moral, reconnaissant leur droit à former une famille fondée sur le véritable amour qui transcende tout lien de sang. La célébration fut discrète mais profondément émouvante. Eduardo tenait Sébastien dans ses bras tandis que Valentina serrait Matteo dans ses bras. Tous 4 formèrent un cercle d'amour rayonnant d'espoir. Les Garcia se joignirent à l'étreinte, scellant ainsi la promesse de devenir grands-parents honoraires dans ce nouveau cadre. Certaines familles naissent, murmura Maria Garcia, les larmes aux yeux, et d'autres sont choisies. Tu as montré que les meilleures sont celles qui se construisent avec le cœur. Pendant ce temps, Doña Mercedes a été escortée hors de la salle au milieu de protestations que personne n'a plus entendues, risquant non seulement la perte de son influence sur Eduardo, mais aussi des accusations criminelles pour chantage et falsification de preuves. 6 mois plus tard, Valentina parcourait les couloirs de l'hôpital San Vicente, cette fois-ci vêtue de son uniforme d'infirmière, la tête haute et le cœur plein de détermination. Le nouveau conseil d'administration l'avait réintégrée avec les honneurs et avait créé la fondation Valentina Moral pour aider les mères dans des situations similaires. Son bureau était décoré de photos de Sébastien et Matteo, rappel quotidien que l'amour peut triompher de l'injustice. Lorsqu'Eduardo apparut sur le seuil avec un bouquet de fleurs blanches et un sourire qui lui donna l'impression d'être une adolescente en mal d'amour, elle comprit que sa vie avait enfin trouvé l'équilibre parfait entre sens et bonheur. Cet après-midi-là, dans le jardin du manoir, Eduardo s'agenouilla devant Valentina et lui fit une demande qui rendrait leur amour éternel aux yeux de Dieu et des hommes. Le jardin secret s'était transformé en un sanctuaire d'espoir, où des lumières dorées créaient une atmosphère magique parmi les plantes et les fleurs blanches. Eduardo a insisté pour célébrer leur mariage là où leurs vies se sont croisées, symbole que les plus belles fins naissent des débuts les plus inattendus. Valentina a marché jusqu'à l'autel, bras dessus bras dessous avec Carmen, rayonnante dans une robe simple mais élégante qui reflétait la paix retrouvée dans son cœur. Elle n'avait besoin ni de luxe ni d'ostentation, elle avait quelque chose de bien plus précieux, une famille qui l'aimait inconditionnellement et un amour qui avait surmonté toutes les tempêtes. Les invités étaient peu nombreux, mais importants. Les Garcia, avec Matteo courant joyeusement entre les tables, vêtus d'un petit smoking qui leur donnait des airs de prince. Le docteur Ramirez était présent avec Carmen, sa nouvelle fiancée, prouvant que le véritable amour arrive parfois au moment le moins attendu, mais le plus nécessaire. Des collègues de l'hôpital, des employés du manoir et même l'infirmière retraitée qui avait témoigné en faveur de la vérité étaient présents à la cérémonie. Chaque visage représentait une victoire sur l'injustice et le mensonge. Le moment le plus émouvant fut celui où Sébastien, presque âgé de 2 ans et marchant avec la détermination d'un petit guerrier, s'avança dans l'allée, portant les alliances sur un coussin.
Ses pas hésitants mais déterminés firent couler des larmes d'émotion chez tous les présents. Arrivé près de ses parents, il leva ses petits bras vers Valentina et, avec une clarté surprenante, prononça « Belle maman, papa heureux ». Eduardo s'agenouilla à sa hauteur et murmura « Merci d'avoir amené maman dans nos vies, champion ». Lorsque l'officier prononça les mots qui les unissaient pour toujours, Eduardo et Valentina ne purent retenir leurs larmes. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Leur baiser fut long et tendre, ponctué d'applaudissements et des cris de joie de Matteo, qui accourut pour se joindre à l'étreinte familiale. La fête se prolongea jusqu'au petit matin, rythmée par une douce musique, des rires sincères et des histoires qui deviendraient de précieux souvenirs. ChatGPT a dit. Pendant le dîner, Eduardo a pris le micro pour prononcer un discours qui a fait pleurer même les serveurs. Il y a 2 ans, ma vie était une maison vide, où la douleur avait construit ses propres chambres. Valentina est arrivée comme une tempête d'amour qui a balayé toute la tristesse et l'a remplie de lumière. Aujourd'hui, je n'épouse pas seulement la femme que j'aime, j'épouse la mère de mes enfants, la guérisseuse de mon âme, la preuve vivante que les miracles existent. 1 an plus tard, lorsque Valentina annonça qu'elle était enceinte de jumeaux, le cercle de l'amour se referma de la plus belle des manières. 5 années s'étaient écoulées comme un souffle de vent chargé de bénédictions. Et maintenant, il était temps de contempler le jardin qu'ils avaient cultivé ensemble, les larmes de tristesse transformées en rosées de bonheur. Le jardin du manoir Mendoza était devenu un paradis où les rires des enfants s'épanouissaient comme les plus belles fleurs. 5 ans après cette première soirée au restaurant, Valentina regardait depuis la terrasse Sébastien, alors âgé de 6 ans, apprendre à marcher aux jumeaux Elena et Santiago, tandis que Matteo, qui leur rendait visite chaque week-end, construisait des châteaux de sable dans le bac à sable qu'Eduardo avait installé. Une scène qui aurait semblé impossible en ces jours sombres où le chagrin était le seul locataire de son cœur. « À quoi penses-tu » demanda Eduardo en la serrant dans ses bras et en l'embrassant doucement dans le cou. « Comme la vie peut être parfaite quand on laisse l'amour prendre les décisions », répondit-elle en s'appuyant contre sa poitrine. La Fondation Valentina Moral était devenue une référence nationale pour les mères ayant perdu leur enfant ou ayant subi une injustice médicale. Son bureau était rempli de lettres de remerciements, de photos de familles réunies et de certificats de reconnaissance témoignant de vies transformées. Mais ce qui la rendait le plus fière était le programme d'adoption éthique qu'elle avait mis en place, garantissant qu'aucun enfant ne soit séparé de sa mère par tromperie ou corruption. « Chaque famille que nous aidons est une victoire contre les ténèbres », a-t-il déclaré à un journaliste lors d'une récente interview. Ma douleur est devenue un but, et ma perte un gain pour les autres. Un dimanche après-midi, alors que toute la famille se reposait dans le jardin après le déjeuner, Sébastien s'est approché de Valentina avec cette curiosité innocente qui caractérise les enfants de son âge. Maman, Val, dit-il en utilisant le nom affectueux qu'il avait inventé pour la différencier de tante Maria, pourquoi m'as-tu aimé dès le premier jour si je n'étais pas ton bébé ? La question flottait dans l'air comme un papillon délicat, chargé de la sagesse instinctive de l'enfance. Valentina s'agenouilla à sa hauteur, caressa ses cheveux blonds et lui sourit avec ce mélange de tendresse et de profondeur que seules les mères connaissent. « Parce que le cœur c'est ce dont l'âme a besoin, mon amour, répondit-elle en le prenant sur ses genoux. Ton petit cœur avait besoin d'une maman qui te chanterait des chansons et t'embrasserait quand tu faisais des cauchemars. Et mon cœur avait besoin d'un petit garçon qui me redonnerait espoir après avoir été si triste. » Sébastien hocha la tête avec le sérieux de quelqu'un qui comprend les vérités universelles sans explication compliquée. Puis Eduardo, qui écoutait la conversation depuis son hamac, s'approcha pour se joindre à l'étreinte familiale. « Et papa avait besoin de toi aussi, n'est-ce pas, Eduardo ? Papa était perdu jusqu'à ce que tu viennes m'apprendre à vraiment aimer, confirma Sébastien en embrassant le front de sa femme. Alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel de nuances d'or et de rose, Valentina rassembla tous ses enfants dans le jardin pour le rituel du soir qu'elle avait instauré des années auparavant. Elena dans un bras et Santiago dans l'autre, tandis que Sébastien et Matteo étaient assis à ses pieds, elle se mit à chanter la même berceuse qui avait bercé Sébastien ce premier soir au restaurant. Sa voix, désormais mûre et pleine de paix, flottait dans l'air comme une bénédiction qui enveloppait toute la famille.
Eduardo l'observait de loin, remerciant chaque jour pour l'instant où son fils avait crié assez fort pour qu'un ange déguisé en serveuse entende son appel à l'aide. Le time-lapse s'est lentement éloigné, montrant cette famille parfaitement imparfaite dans leur jardin aimant, tandis que les derniers mots de Valentina résonnaient à jamais. Parfois, ce qui nous fait le plus mal est ce qui nous apprend le plus. Et ce n'était peut-être pas la fin que nous souhaitions, mais c'était celle dont nous avions besoin. Eduardo lui prit la main et ajouta. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est un miroir de l'âme, où chaque cœur peut reconnaître que le véritable amour trouve toujours son chemin vers la maison. ChatGPT a dit. Bouleversant. Dans les semaines qui ont suivi, plus de 200 personnes ont contacté la fondation, chacune avec une histoire différente, mais unies par le même chagrin, des mères ayant perdu leurs enfants, des pères soupçonnant que leurs enfants n'étaient pas biologiquement les leurs, des frères et sœurs séparés sans le savoir. On a ouvert une boîte de Pandore, lui dit Eduardo un soir, alors qu'ils examinaient les dossiers quotidiens. Mais parfois, répondit Valentina, il faut laisser sortir toute l'obscurité pour laisser entrer la lumière. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, dans une petite ville à 3 heures de là, une femme âgée nommée Rosa avait regardé l'interview et reconnu quelque chose dans les yeux de Sébastien qui la faisait trembler, quelque chose qui allait changer toute l'histoire une fois de plus. Rosa Delgado avait vécu 40 ans avec un secret qui pesait plus lourd que n'importe quelle montagne. Lorsqu'elle vit Sébastien à la télévision pendant l'interview de Valentina, ses mains se mirent à trembler comme elle n'en avait plus ressenti depuis cette terrible nuit de 1985. C'est impossible, murmura-t-elle en se penchant vers la télévision dans son modeste salon, les yeux du garçon, son sourire, même la façon dont il inclinait la tête, tout lui rappelait quelqu'un qu'elle avait aimé et perdu des décennies auparavant. Les mains tremblantes, elle fouilla dans le placard à la recherche d'une boîte de photographies jaunie qu'elle n'avait pas ouverte depuis des années. Lorsqu'elle trouva l'image qu'elle cherchait, le monde s'arrêta net. Le trajet de San Cristobal à la capitale dura 4 heures en bus. Mais Rosa savait qu'elle devait entreprendre ce voyage, quelles qu'en soient les conséquences. Tout au long de son périple, elle a gardé précieusement la photo qui pourrait changer la vie de nombreuses personnes. À son arrivée au bureau de la Fondation Valentina Moral, elle a demandé à parler directement à la directrice. Dites-lui que j'ai des informations sur Sébastien Mendoza, dit-elle à la réceptionniste d'une voix ferme mais saccadée. Des informations que sa famille doit connaître. Lorsque Valentina la salua 1 heure plus tard, Rosa étudia attentivement son visage, à la recherche de traces de la vérité qu'elle avait cachée pendant tant d'années. Madame Mendoza, commença Rosa en sortant lentement la photo de son sac à main. Il y a 40 ans, je travaillais comme sage-femme à l'hôpital San Vicente. À l'époque, les choses étaient très différentes, surtout pour les mères célibataires qui ne pouvaient pas garder leur bébé. Valentina sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant ces mots. Rosa lui montra la photo. C'était une jeune femme d'une vingtaine d'années, avec des yeux verts identiques à ceux de Sébastien et un sourire vaguement familier. C'était Isabella Montenegro avant son mariage avec le père d'Eduardo. Elle avait eu un fils 5 ans avant de rencontrer son futur mari, un fils qui avait été donné en adoption dans des circonstances très étranges. La révélation s'abattit sur Valentina comme un éclair, illuminant une vérité trop complexe pour être saisie immédiatement. Voulez-vous dire qu'Isabella a eu un autre enfant avant Sébastien ? Rosa hocha la tête, mais il y avait plus. Non seulement cela, a poursuivi la vieille femme, ce bébé a été adopté illégalement par un couple qui ne pouvait pas avoir d'enfant, et je crois que cet enfant est maintenant un homme adulte qui pourrait être très proche de vous. Les mots de Rosa flottaient dans l'air comme les pièces d'un puzzle sur le point de se compléter de la manière la plus inattendue. Valentina sentit son cœur battre si fort qu'elle l'entendit à ses oreilles. Lorsqu'Eduardo arriva à la fondation cet après-midi-là, il trouva Valentina assise à une table sur laquelle s'accumulaient documents, photographies et dossiers médicaux, Rosa à ses côtés, racontant en détail ce dont elle avait été témoin des décennies plus tôt. Valentina, dit Eduardo d'une voix tremblante, je dois te dire quelque chose sur Isabella qui va bouleverser tout ce que nous pensions savoir. La conversation qui s'ensuivit fut la plus difficile de leur vie. Rosa leur montra des documents prouvant qu'Isabella avait eu un fils à 19 ans, fruit d'une relation avec un homme qui l'avait abandonné en apprenant sa grossesse.
Vos parents l'ont forcé à donner le bébé en adoption, expliqua Rosa, mais Isabella n'a jamais renoncé. D'ailleurs, je pense que c'est pour cela qu'elle s'est autant impliquée dans les œuvres caritatives pour enfants. La surprise finale survint lorsque Rosa leur remit une lettre qu'Isabella avait écrite avant de mourir, adressée à son fils disparu, et qu'elle avait laissée entre les mains de Rosa dans l'espoir de pouvoir la lui remettre un jour. Elle m'a demandé, si jamais je retrouvais son fils aîné, de lui donner ceci, murmura la vieille femme, les larmes aux yeux. Lorsqu'Eduardo ouvrit la lettre et commença à lire les mots d'Isabella, sa voix se brisa. Mon cher fils, si tu lis ceci, c'est qu'ils t'ont enfin retrouvé. Je veux que tu saches qu'il ne se passait pas un jour sans que je pense à toi, sans que je me demande si tu allais bien, si tu étais heureux. J'espère qu'un jour tu pardonneras à ta mère de ne pas avoir été assez forte pour rester avec toi. À la fin de la lettre, une adresse et un nom donnèrent à Eduardo l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds, le docteur Alejandro Ramirez. Dans son bureau, le docteur Ramirez reçut l'appel qu'il avait inconsciemment attendu toute sa vie, tout en contemplant une photo d'Isabella qu'il gardait secrètement sur son bureau depuis des années. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez-nous pour la prochaine histoire qui vous fera ressentir.